thématique-là est une thématique que j'avais déjà abordée lors du premier challenge que nous avions lancé au mois de mars, qui portait un autre nom, c'était les voies vers la liberté financière. Là, le nom est un peu changé, j'ai changé un peu le nom, changé également un peu le contenu, mais le fond reste le même. Dans le sens où l'atteinte de la liberté financière, je vous expliquerai de quoi il en ressort, aujourd'hui n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. Une nécessité dans le sens où depuis quelques mois, le monde a changé à tout point de vue. Nous avons été envahis par cette pandémie que nous traînons encore aujourd'hui. Nous n'avons pas de visibilité par rapport à la fin de cette pandémie. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais juste pour dire que face à ce changement, nous devons nous adapter. Donc, crise sanitaire, bien entendu, une crise sociale assez importante que nous connaissons un peu partout à travers le monde et qui suscite beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations sur l'avenir, sur le lendemain. Nous sommes aujourd'hui carrément à vivre au jour le jour parce que nous n'avons pas de visibilité sur comment les choses vont évoluer. Même nos gouvernants n'ont pas de visibilité par rapport à ça. D'où la nécessité aujourd'hui de se concentrer sur cette thématique de liberté financière. Tout un chacun devrait avoir des notions, des connaissances, voire travailler sa liberté financière. Et durant cette intervention, je vais vous présenter les grandes lignes, juste pour vous présenter, pour que vous ayez une idée générale, parce que, bien entendu, dans nos valeurs au Cercle des Diamants, nous avons cette valeur de partage. Et c'est encore aujourd'hui, c'est dans le cadre du partage que je suis là ce soir à vous présenter cette thématique-là. Alors, tout d'abord, la compréhension de la liberté financière. Qu'est-ce qu'on entend parler par la liberté financière? Avant cela, un questionnement se pose, pourquoi travailler? Eh bien, soit les personnes travaillent pour vivre, soit les personnes vivent pour travailler, soit les gens travaillent pour travailler. Donc, on ne sait pas exactement. Alors, vous allez juste m'excuser parce que j'ai un petit souci au niveau de mon support. C'est les aléas du direct. Hein. Vous allez juste… Hein, vous savez, c'est devenu la petite astuce. Hein. Quand on bloque quelque part, on rejette la responsabilité sur les aléas du direct et puis voilà, tout va bien. Vous voyez le support là? Alors, je vais partager encore une fois le support. Voilà. OK. Alors, pourquoi travailler? Eh bien, donc j'ai des messages. Il faut savoir. Donc ça, c'est un questionnement existentiel par rapport à la notion de travail. Quelle est notre propre définition de travail? Et si on avait le débat qui était ouvert avec nos chers participants, nos chers diamants, eh bien, la définition serait différente d'une personne à une autre parce que les objectifs sont totalement différents les uns par rapport aux autres ou convergents dans certains cas. Autre élément, eh bien, cette notion de rat race ou de course effrénée dans la vie. Bien, pendant plusieurs années, nous nous retrouvons à travailler d'arrache-pied, jour après jour. Il y a cette notion de temps qui passe trop vite, ces jours, ces semaines, ces mois, ces années qui passent trop vite. On ne voit pas nos enfants grandir. Eh bien, on court derrière quoi? Parfois, on ne sait pas derrière quoi. Courir derrière le temps, un meilleur revenu, une meilleure situation, avoir gagné plus d'argent, assurer plus de sécurité pour sa famille, pour soi-même, et aussi pour consommer et compenser aussi ce vide existentiel qu'on pourrait rencontrer dans notre vie. Autre élément, c'est aussi cette notion de cupidité. Ces personnes qui sont dans cette quête permanente de gagner plus, toujours plus, sans scrupule particulier. Et on voit bien aujourd'hui, je ne suis pas ici pour faire le procès des personnes qui sont extrêmement riches, loin de là,
mais juste de dire que peut-être que la planète, pendant longtemps, pendant des dizaines, des décennies, a continué à vivre toujours sous pression, à toujours faire en sorte de consommer plus, alors qu'on n'en a peut-être pas besoin de consommer tout cela, et de s'enrichir encore plus. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui s'enrichissent toujours plus, est-ce qu'ils sont dans une démarche de redistribution des richesses? Parce que malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les écarts sont de plus en plus importants, où il y a aujourd'hui peut-être 97-98% de personnes qui sont dans des situations, on va dire, difficiles, et peut-être 2% qui sont extrêmement riches, ou bien 5% de la 2% de la population mondiale qui détient peut-être 50% des richesses mondiales. Donc, c'est cette notion d'équilibre qui peut déranger. Et peut-être que c'est aussi la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. La liberté financière, je la qualifie aussi à un trio gagnant. Et ce trio-là, bien, il est représenté par le temps, par l'argent et la santé. En fait, c'est une équation où nous avons différents types de personnes. Soit il y a des personnes qui ont énormément d'argent, qui ont peu de temps, parce que tout leur temps est occupé par leurs investissements, par leurs projets. Et bien entendu, ne pas prendre soin de soi, eh bien, risque d'avoir des problèmes de santé. Vous avez également une deuxième catégorie de personnes qui ont énormément de temps, qui ont une santé plus ou moins correcte, mais par contre, ils n'ont pas le sou. Vous voyez donc de qui je parle. Une santé plus ou moins correcte parce que le fait de ne pas avoir d'argent, c'est de ne pas avoir aussi les moyens de prendre soin de sa santé, surtout lorsqu'il y a certains systèmes où la santé n'est pas accessible à tous et automatiquement, les gens ont des soucis de santé. Et il y a également une catégorie de personnes, et c'est là l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, eh bien, qui ont de l'argent pour faire ce dont ils ont envie de faire. Ils ont le temps de faire des choses qui ont du sens pour eux et ils ont une santé, une bonne santé, qui leur permettent de bien vivre leur vie. Eh bien, la liberté financière, c'est la capacité pour une personne de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre. C'est-à-dire ne plus être salarié ou ne pas être dans cette quête où il faut obligatoirement travailler pour générer des revenus. De faire des choses passionnantes dans la vie. Si vous vous souvenez, pour les personnes qui nous suivent, nos chers diamants qui nous suivent depuis le début de cette belle aventure, j'avais animé une thématique sur vivre de sa passion et qui avait généré pas mal de discussions, même polémiques autour de ça. Est-ce qu'on peut vivre ou ne pas vivre de sa passion? Eh bien, grâce à la liberté financière, faire en sorte de pouvoir vivre pleinement de sa passion et d'être soi-même. Être soi-même, c'est être authentique. C'est être en phase avec son système de valeurs. Et faire en sorte que ces choix de vie soient également en phase avec nos systèmes de valeurs et non pas en phase par rapport à un système dans lequel nous vivons. Où malheureusement, nous passons beaucoup de temps à être ces fameux moutons de Panurge, à suivre les autres, à faire comme les autres, plutôt que faire comme bon nous semble, faire comme nos valeurs, comme nos valeurs nous dictent en fait. Eh bien, la liberté financière, c'est aussi vivre dans le droit de vos rêves. Ça peut se caractériser par mener le standing de vie souhaité, de pouvoir travailler comme bon nous semble et travailler à son rythme. On peut bien être au bord de la plage avec sa tablette connectée, avoir un bon soda et continuer à travailler et à son rythme. Ne pas être obligé de se déplacer physiquement sur son lieu de travail, de travailler 8 heures par jour, d'être présent et de faire ça pendant 30 ans, peut-être 40 ans de notre vie. Et de se dire, je profiterai de la vie une fois que je serai à la retraite. Pensez-vous réellement qu'on devrait attendre jusqu'à l'âge de 60 ans, sinon plus, pour pouvoir profiter de la vie? Et si cette vie se terminait avant? Qu'est-ce qu'on aurait fait de notre vie? Je vous pose cette question et je vous laisse méditer.
Comme j'ai dit, la liberté financière n'est pas un luxe, mes amis, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que nous avons un certain nombre de dangers que nous vivons aujourd'hui et dont nous devons prendre conscience. Tout d'abord, les limites du système de retraite. Nous avons une population mondiale qui continue d'être de plus en plus importante. Bientôt, certains pays, beaucoup de pays ne seront plus en mesure de prendre en charge des retraites. Imaginez que vous ayez cotisé pendant 30 ans de votre vie et arrivé à l'âge de la retraite pour vous enfin vous reposer, eh bien, on vous dit qu'il faudra travailler encore 10 ans de plus, 15 ans de plus parce que les caisses de retraite sont vides. Et ceci, je ne parle pas d'un mythe, je ne parle pas d'une situation de science-fiction, je parle de réalité. Certains pays sont déjà aujourd'hui dans cette situation. Deuxièmement, la précarité du marché de l'emploi. Nous le vivons aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises ont fermé, malheureusement. Des petites entreprises, beaucoup de grandes entreprises connaissent des problèmes structurels très graves qui ont fait qu'il y a eu des licenciements. Nous l'avons connu au Maroc récemment, des familles qui ont été complètement bouleversées par le licenciement d'un des membres de leur famille, sans rentrer dans les détails. Et ces jeunes qui vont rentrer sur le marché de l'emploi. Ces jeunes qui ont fait leurs études pendant 7 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans peut-être, avec un master, et qui arrivaient sur le marché de l'emploi plein d'espoir, avec l'envie d'en démordre, et qui n'ont du mal à trouver un travail. Parce que les opportunités, je ne dirais pas les opportunités, parce que les postes à pourvoir sont de plus en plus limités du fait de la situation actuelle. Il y a aussi la baisse du pouvoir d'achat. Du fait que la crise économique étant là, ça peut générer cette baisse du pouvoir d'achat et le paiement de plus d'impôts. Impôt solidarité, eh bien, être solidaire pour payer plus de taxes et aussi faire en sorte à ce que l'État ne tombe pas en faillite. Et pour que l'État ne tombe pas en faillite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rehausse les impôts. Et bien entendu, en bon citoyen, on paie plus d'impôts. Moi, je ne suis pas contre le paiement des impôts, mais en tout cas, ça fait partie des dangers, partie des choses qu'il faut appréhender, des choses dont il faut prendre conscience par rapport, non pas à ce qui va se passer demain, mais par rapport à des choses que nous connaissons déjà aujourd'hui. Il y a aussi la pression professionnelle. Demander toujours plus, avec moins de moyens, moins d'effectifs. Et tout ça peut générer des problèmes de santé, les burn-out, les AVC et plein d'autres problèmes de santé. Est-ce que vous pensez réellement, chers diamants, chers amis, chers invités, que la vie devrait, ou le travail, devrait être consacré pour se retrouver un jour avec ces soucis de santé? Je passe maintenant aux difficultés, aux freins liés à la liberté financière. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre cette fameuse liberté financière? Eh bien, tout d'abord, nous sommes dans une société depuis plusieurs années où nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Parce que nous sommes dans une société de surconsommation et on dépense plus qu'on gagne. Eh bien, tout cela génère une pression permanente parce que, on doit parfois passer à la case crédit pour pouvoir faire face à certaines dépenses, mais aussi parce que le coût de la vie augmente de plus en plus et que peut-être les revenus qui sont générés ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins quotidiens d'un ménage. Il y a aussi cette notion de certaines personnes qui ont mal suggéré leurs revenus, et je cite l'exemple de certains sportifs célèbres qui ont fini ruinés parce qu'ils ont gagné tellement d'argent, des millions de dollars, millions d'euros, mais du fait d'avoir mal géré, d'avoir pas su gérer leurs revenus, eh bien ils ont perdu toute leur fortune très très rapidement. Donc il ne suffit pas d'être multimillionnaire pour se dire que je vais garantir ma vie pour ma génération ou futures générations. Autre frein, les croyances limitantes. Ces fameuses croyances limitantes qui sont là, derrière nous,
et qu'on peut considérer comme une source d'autodestruction du rêve. Ce sont des freins que nous rencontrons, ce sont des blocages. Et par rapport à la liberté financière, eh bien, parmi les croyances limitantes qu'on peut rencontrer, c'est de dire que l'entrepreneuriat est trop risqué. Combien de personnes, combien de jeunes qui sortent sur le marché de l'emploi décident de se lancer directement dans l'entrepreneuriat? 5%, 10% peut-être. L'autre majorité, ils sont tous focalisés pour trouver un travail salarié. Il faut un gros capital pour se lancer. Je viens d'un milieu social défavorisé, donc je ne peux pas atteindre ma liberté financière. Le salariat est le seul moyen pour vivre en sécurité. La preuve, beaucoup de gens se focalisent pour trouver un travail salarié. Je ne serai jamais millionnaire, mais bien sûr, en le croyant, on le sera bien entendu jamais. Je ne peux pas vivre de ma passion, donc faire uniquement un travail avec lequel je vais générer des revenus. Il faut être très riche pour devenir libre financièrement. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Si je vous demandais de noter sur une feuille de papier toutes ces fameuses croyances limitantes liées à la liberté, liées au frein à la liberté financière, ben on peut se retrouver avec peut-être une page, peut-être plusieurs pages qui font que nous avons ce blocage-là et on n'ose pas y aller. On n'ose pas y aller. Il y a aussi cette absence de vision. On ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Et là, j'ai voulu partager avec vous cette citation de Sénèque. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Comme c'est bien dit, effectivement. Imaginez qu'un bateau qui se lance dans l'océan et qui n'a pas de destination, eh bien, malheureusement, l'équipage de ce bateau risque de mourir très rapidement. Le fait de ne pas voir, mourir de soif, mourir de faim, parce qu'il n'a pas de destination. Ben, en faisant le parallèle par rapport à la vie, le fait de ne pas avoir de vision, ben, est-ce que vous pensez réellement qu'on devrait focaliser, passer toute notre vie sans avoir de vision réelle, sans savoir exactement où est-ce que nous souhaitons aller? Rester dans sa zone de confort, mais bien sûr, cette notion de routine, cette routine qui use. Nous sommes dans un modèle où on sait très bien où nous sommes. On sait que nous avons un travail, on sait que nous avons une maison, nous avons de petites familles, nous avons nos habitudes, nos week-ends, on ne les touche pas, attention, on a nos propres réseaux relationnels, on ne change pas notre réseau d'amis, on ne change pas nos connaissances, on n'ose pas découvrir autre chose. Eh bien, à force, on finit par s'user. S'user de tout cela. On a peur du changement, mais cette peur du changement ne peut que créer et augmenter cette notion d'usure. Your only limit is you. Parce qu'effectivement, le problème est avant tout en nous. Le problème ne se trouve pas ailleurs, mis à part chez nous. Donc, s'il y a un changement qui doit s'opérer, c'est à notre niveau déjà. Le manque d'audace. Ben, pourquoi? C'est la peur du changement. La peur d'avoir une vie un peu plus pimentée. Moi, j'aime bien les plats pimentés. Hein? De mettre un peu de piment, ça. Eh bien, imaginez de mettre un peu de piment dans votre vie. Prendre un peu de risque. Je ne dis pas de risque incalculé, mais prendre des risques calculés, de découvrir autre chose, d'aller vers des espaces que vous ne connaissez pas. Ben, les personnes qui ont découvert l'Amérique, que ce soit Christophe Colomb, Amerigo Vespucci et d'autres, eh bien, ce sont des personnes qui ont cette audace, qui ont eu cette audace pour aller découvrir d'autres cieux, découvrir d'autres terres. Et c'est grâce à eux que le monde a évolué. Eh bien, commençons aussi à notre niveau. Je ne dis pas qu'on allons faire comme eux, mais pourquoi pas d'ailleurs, mais ayant cette audace de faire des choses différentes et d'oser défier la peur. Cette peur, cette émotion omniprésente qui est là en permanence et qui nous freine jour après jour au risque de passer à côté de l'essentiel de notre vie. Les pièges de l'ego. Oh, l'ego comme il est présent. L'ego est omniprésent, c'est cette voix qui veut qu'on a toujours raison. Les autres ont toujours tort. Nous avons cette incapacité à nous remettre en question. Incapacité de dire que nous avons tort, incapacité de dire que nous n'avons pas choisi le bon chemin. Et bien, automatiquement, le fait de ne pas se remettre en question et de considérer que j'ai toujours raison, eh bien, nous passons là aussi, nous laissons de côté de belles opportunités qui frappent à notre porte. L'isolement. Le fait d'être isolé, bien, on apprend moins en s'isolant, en restant dans son petit coin, en ne s'intéressant pas à ce qui se passe autour de nous. Le manque de communication, ben, c'est aussi cette capacité de pouvoir aller vers l'autre, communiquer vers l'autre,
avoir la possibilité de persuader, d'influencer les autres. Et d'ailleurs, je voudrais faire juste vous préciser une chose par rapport à l'importance de la prise de parole en public pour tout un chacun. Combien de jeunes et de moins jeunes ont du mal à vendre leurs idées, ont du mal à vendre leurs projets? Ben, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas. Parce qu'ils se disent que les autres, ce que je vais proposer, ben, ce n'est pas une bonne idée. Ou peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment d'outils pour pouvoir vendre leur projet, pour pouvoir mettre en place l'emballage. Il se peut que le produit soit un produit de super qualité, que le projet soit exceptionnel, mais le fait que l'emballage ne soit pas bien fait, eh bien, il n'y ait pas une oreille attentive pour pouvoir accueillir ce projet-là et pour pouvoir le défendre. Donc, l'importance et le fait qu'il n'y ait pas de manque de communication, ben ça aussi, c'est un frein. Le manque de connaissances. Cher Diamant, ce n'est pas parce que nous avons terminé nos études supérieures, peu importe chacun le cursus qu'il a choisi, que nous devons nous arrêter d'apprendre. Nous apprenons tous les jours. Nous pouvons apprendre jusqu'à la fin de nos jours. Eh bien, ce manque de connaissances bien fait que nous régressons. Qui n'apprend plus régresse. Le manque de discipline et d'engagement, parce que l'atteinte de la liberté financière, le cheminement pour y arriver peut être long. Ça peut durer quelques années. Mais les personnes qui pourront faire preuve de discipline et d'engagement auront la capacité d'y arriver beaucoup plus rapidement que celles qui vont travailler par à-coups, qui vont, tiens, ben de temps en temps, ils ont cette envie d'en découdre, je vais atteindre ma liberté financière, et puis une semaine après, ben non, on revient aux anciennes habitudes. C'est trop difficile. Pas maintenant. Dans un mois peut-être, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, jamais finalement. Bien, les mauvaises habitudes ralentissent la réalisation de nos objectifs. Et ça, c'est un frein que j'adore, c'est le manque de patience et de persévérance. Comme c'est dur d'y arriver, oui, je vous l'accorde. N'imaginons pas que nous pouvons atteindre cette liberté financière, que nous pouvons atteindre nos objectifs facilement, sans avoir travaillé dur pour y arriver. Mais parfois, nous travaillons tellement dur, nous avons fait tellement de sacrifices, qu'il arrive un moment où on n'y croit plus. On dit stop. Sauf que ce moment-là, ben nous sommes sur le point d'y arriver. Il manquait le dernier coup de pioche, cher Diamant, pour trouver ce trésor. Et malheureusement, il y a cet abandon qui se fait à ce moment-là. Et ne pas se donner le droit d'atteindre ses objectifs. Il y a aussi l'influence de l'entourage. Tout dépend de votre entourage. Est-ce que votre entourage est composé de personnes qui sont là pour vous encourager à oser faire des choses différentes, que ce soit l'entourage familial, amical, l'entourage professionnel, ou de se dire attention, tu vas faire de bonnes études et ensuite tu vas trouver un super travail qui va te permettre de gagner un super salaire. Et avec ça, tu vas te caser durant toute ta vie. Ou bien une activité libérale ou autre. Mais entrepreneur, attention. En 2020, c'est la crise économique. On n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, surtout pas, osez être entrepreneur. Ne prenez pas de risques. Eh bien, l'entourage peut avoir cette influence négative. Je vais aborder avec vous maintenant, cher Diamant, comment développer une intelligence financière, parce que cette fameuse intelligence financière, nous ne pouvons pas nous l'approprier comme ça. Il y a certains outils à s'approprier et je vais partager avec vous certains d'entre eux. Il y a cette notion de quadrant du cash flow qui est, je me suis inspiré d'un grand spécialiste de liberté financière qui est Robert Kiyosaki et qui a classé la population mondiale en 4 catégories, une matrice en 4 parties. Dans la catégorie des employés, la catégorie des indépendants, des entrepreneurs et des investisseurs. Les employés, ce sont des personnes, eh bien, contre leur travail, ils perçoivent un salaire. Nous sommes en position de sécurité.
Les indépendants, ben, c'est toutes les professions libérales. Eh bien, contre un travail, contre leur temps, eh bien, ils perçoivent des revenus. Sauf que s'ils arrêtent de travailler, ils ne génèrent plus de revenus. Donc, en position d'indépendant, nous pouvons atteindre cette indépendance financière et non pas la liberté financière. Et le côté droit, composé d'entrepreneurs, quand je dis entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont mis en place un système, qui ont mis en place de grandes structures, et j'entends par là, en structures que ce soit Airbnb, que ce soit McDonald's, que ce soit Quick ou autres structures, où le système est le même, que nous soyons à Casablanca, que nous soyons à Bangkok, à New Delhi, à New York ou Buenos Aires. Et il y a également la catégorie des investisseurs. Ce sont des personnes qui ont des revenus et qui continuent à réinvestir leur argent. Ils font des investissements et génèrent des revenus passifs. Mais la distinction principale entre ces deux catégories de population, ceux qui se trouvent à droite du quadrant, c'est ça, et ceux qui avaient à gauche, eh bien, ceux qui se trouvent à droite, ils travaillent pour générer, ceux qui se trouvent à gauche, ils travaillent pour générer de l'argent. Par contre, ceux qui se trouvent à droite, ils font que l'argent travaille pour eux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Autre élément, c'est comment bien gérer ses dépenses. Ben, ça implique l'augmentation des revenus. On ne peut pas prétendre à mieux gérer ses dépenses et développer une intelligence financière en continuant à avoir les mêmes revenus. Donc, c'est aussi maîtriser ses achats compulsifs. Il ne s'agit pas parce que je voudrais acheter une superbe voiture que j'ai vue, que je vais prendre un crédit parce que cette voiture me plaît et que je veux à tout prix la prendre. Épargner 10% de ses revenus pour investir. Ben, c'est ces 10% pour investir, mais aussi pour faire face aux imprévus de la vie. Adopter une vision à long terme, se projeter dans l'avenir, savoir où est-ce qu'on souhaite aller. Faire un suivi journalier de ses dépenses, de savoir exactement tout ce que vous dépensez, où est-ce que ça va. Ce sont des choses que je fais personnellement depuis quelques années et cela ne me fatigue pas de le faire. Il ne s'agit pas de se dire ah, je vais compter le dirham près, mais c'est important parce que chaque dirham, chaque euro, chaque dollar est important. Chaque somme d'argent qui sort est important et il a lieu de savoir où est-ce que vont ces dépenses-là. Se faire payer avant les autres, j'entends par là, par se faire payer avant les autres, eh bien, c'est tout d'abord commencer, quand on génère ses revenus, bien déjà, commencer à penser à soi-même, investir soi-même avant de payer les impôts, payer les… Et plus de revenus n'implique plus de dépenses. Ne tombons pas dans ce piège où plus on gagne de l'argent, plus on se dit je vais dépenser. Quand je gagne 10 000 dirhams, je vais dépenser à hauteur de 10 000 dirhams. Quand je gagne 20 000, à hauteur de 20 000. Quand je gagne 5 000 euros, je vais dépenser à hauteur de 5 000 et ainsi de suite. Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, plus de revenus n'implique pas plus de dépenses. Et tout compte fait, c'est toujours avoir une marge de manœuvre. C'est faire en sorte que les dépenses soient inférieures à vos entrées. Ben, il y a lieu aussi de se dire gagner plus d'argent, de générer des revenus complémentaires en plus des revenus que vous percevez aujourd'hui. Ça pourrait se faire sous forme d'investissement, mais également sous forme de prestations de services, si certains d'entre vous peuvent proposer des prestations de services autour d'eux. Et ne pas se contenter d'une seule source de revenus. Une seule source de revenus, cher diamant, n'est plus suffisante aujourd'hui. Il y a lieu de diversifier ces sources de revenus. Protéger son argent. Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'il ne faut pas le protéger, qu'il ne faut pas en prendre soin, qu'il ne faut pas le dépenser sans calculer. Donc, connaître aussi les règles d'imposition. Apprendre des techniques d'optimisation fiscale, de savoir est-ce qu'au niveau fiscal, il y a certains impôts qu'on peut payer, comment on peut faire pour assurer une meilleure optimisation fiscale.
budgétiser son argent, bien répartir ses charges et de se dire, ben, sans 100% de mes revenus, bien 60% je vais les destiner pour les dépenses nécessaires, 10% pour les imprévus, 10% pour les investissements, 10% pour la formation et 10% pour le loisir. Utiliser un effet de levier, l'immobilier locatif, qui peut être générateur de revenus. Achat d'un bien par prêt bancaire. Heureusement, aujourd'hui, les banques, depuis plusieurs années, ont vulgarisé le crédit. Et elles jouent vraiment ce rôle d'effet de levier pour permettre à plusieurs d'acquérir des prêts immobiliers, que ce soit pour l'acquisition d'une résidence principale, mais aussi pour un investissement. Percevoir un loyer supérieur aux mensualités de crédit. Et donc, comme j'ai dit, la banque joue ce rôle d'effet de levier. Générer des revenus passifs. Ces revenus passifs, ce sont des revenus qui sont générés sans y consacrer du temps activement. Parce que tout compte fait. L'élément le plus précieux que nous ayons, c'est le temps. Il n'y a pas de plus précieux que nous ayons, cher diamant, que notre temps. Donc, faisons en sorte que ce temps-là soit utilisé à bon escient et faire en sorte aussi que des revenus puissent être générés sans y consacrer du temps activement. Peut-être même générer de revenus alors qu'on dort. Eh bien, travaillons pour générer des revenus passifs. Gagnons plus d'argent. Diversifions nos sources de revenus. Gagnons plus. Optons pour une diversification des revenus passifs. Ne pas faire l'erreur de se focaliser sur un seul revenu passif. Parce que la conjoncture internationale est ce qu'elle est, mais il se peut que dans certains revenus passifs, il y ait une conjoncture défavorable, que dans d'autres, il y ait une conjoncture favorable. Donc, cette diversification permettra d'assurer cet équilibre. S'intéresser aussi à des opportunités dans différentes zones géographiques. Ne restons pas focalisés dans notre zone, dans notre territoire, dans notre pays. Ouvrons-nous au monde entier. Ouvrons-nous aux opportunités qui peuvent se présenter à l'échelle mondiale. Parmi les revenus passifs, il y a le rendement locatif, qui est certes peut-être intéressant, dans la mesure où les revenus passifs, c'est-à-dire le montant du loyer, est supérieur à toutes les charges liées aux biens immobiliers. Eh bien, cette différence correspondant au rendement locatif. Le placement, ça peut être un placement en bourse, ça peut être un placement dans les métaux précieux, placement dans les matières premières, et j'en passe. Il y a aussi la vente de produits sur Internet qui peuvent générer des revenus passifs. L'investissement dans l'art, on n'y pense pas beaucoup, mais l'art également est une source de revenus passifs. Et aussi savoir bien placer son argent. Et là, il y a deux aspects. Il y a le cash flow, c'est l'argent que nous gagnons, et les dépenses, c'est l'argent que nous dépensons. Eh bien, les actifs nous donnent ou nous paient de l'argent, nous génèrent de l'argent. Et les passifs vous prennent ou nous coûtent de l'argent. Tout ça pour dire qu'un actif met de l'argent dans notre poche. Par contre, un passif enlève de l'argent de notre poche. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif enlève de l'argent de votre poche. Est-ce que vous saisissez? Eh bien, un actif, c'est toutes les dépenses. Ce sont des dépenses one shot qui vont nous générer aucun revenu. Et les passifs, ce sont, les passifs, ce sont les dépenses qui vont générer aucun revenu. Et les actifs, ce sont les dépenses qui vont nous donner, qui vont nous payer de l'argent. Je vais vous illustrer par quelques exemples. L'actif, c'est un achat d'une machine pour fabriquer des produits. C'est l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif. C'est suivre une formation. Oui, la formation est un investissement. C'est un actif. L'achat de livres, les études, l'achat d'un véhicule de transport de marchandises, achat d'un véhicule de transport de personnel, véhicule à usage professionnel, taxi, passif, achat d'une télévision, achat de vêtements, achat de mobilier à usage privé, l'électroménager, smartphone, voiture à usage privé, un séjour tout compris dans un hôtel 5 étoiles à Ibiza,
un billet d'avion pour aller en vacances à Ibiza ou ailleurs, aller dîner au restaurant. Bien, tout ça, ce sont des passifs. Vous allez me dire, attends, Suleiman, attends, on va passer notre vie à bosser sur l'actif et on ne va pas profiter de la vie. Non, je n'ai pas dit cela. Mais juste prendre conscience ce que c'est un actif et ce que c'est un passif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas lieu de vivre la vie qu'on souhaite, de vivre dans le confort que nous souhaitons. Eh bien, si nous avons les revenus correspondants, et c'est ce que je vous souhaite le plus, eh bien, c'est de pouvoir profiter pleinement de cette vie. Au contraire, se faire plaisir. Il faut se faire plaisir dans la vie, mais se faire plaisir avec décence, sans trop d'excès. D'avoir conscience ce que c'est un passif, ce que les dépenses correspondent à des passifs et ce que nos dépenses correspondent à des actifs. Il y a aussi cette notion de bons emprunts et mauvais emprunts. Soit on emprunte, mauvais emprunt, c'est emprunter pour consommer, et les bons emprunts, c'est emprunter pour investir. Parmi les exemples, les bons emprunts, c'est crédit bancaire pour l'acquisition d'un bien à usage locatif, qui va vous générer un cash flow mensuel, c'est-à-dire un 2000 dirhams de revenus, en toutes charges comprises. Prêt pour l'achat d'une voiture à usage taxi, avec un cash flow mensuel de 1000 dirhams. Mauvaise dette, crédit bancaire pour l'acquisition de sa résidence principale ou secondaire. Je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais c'est n'importe quoi. L'acquisition d'une résidence principale, c'est une bonne emprunt. Eh bien, à partir du moment qu'il n'y a pas de revenus qui sont générés, eh bien, dans le jargon de la liberté financière, c'est un mauvais emprunt. C'est aussi un crédit bancaire pour l'acquisition d'un bien usage locatif, mais par contre, dont le cash flow mensuel est négatif. C'est-à-dire que vos dépenses, les charges liées aux prêts bancaires, frais des impôts, eh bien, sont supérieures aux revenus locatifs. Autre élément, investir dans la formation, cher Diamant. Il est très important de faire l'effort d'investir dans cette formation d'intelligence financière pour pouvoir acquérir les outils, s'approprier les outils pour développer ses réflexes pour atteindre cette liberté financière. Outils et les compétences. Dresser une feuille de route. Savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Quels sont les objectifs majeurs que vous êtes fixés. Quels sont, avec des deadlines, quels sont les sous-objectifs à mettre en place avec des deadlines pour pouvoir atteindre ces objectifs majeurs. En définissant sa propre stratégie. Changer de mindset, changer d'état d'esprit. Avoir un état d'esprit de quelqu'un de libre financièrement. Ça commence dès maintenant. Ce n'est pas qu'en ayant atteint la liberté financière qu'on développe cet état d'esprit. Cet état d'esprit, il faut le changer maintenant. Il faut changer ses habitudes maintenant. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez pris cette décision de changer vos habitudes, de changer de mindset pour atteindre votre liberté financière, en gagnant plus d'argent, en investissant toujours plus, et je ne saurais le répéter. Passez à l'action. Passez toujours à l'action. Parce que rien ne vaut un passage à l'action pour savoir prendre des décisions. Et aussi apprendre de nos erreurs. Parce que c'est grâce à nos erreurs que nous apprenons jour après jour. Ce n'est qu'en tombant, en se relevant, en tombant encore une fois, peut-être des dizaines de fois, de se relever, faire preuve de résilience, eh bien que nous pouvons atteindre le plus rapidement possible cette liberté financière et faire en sorte que vous viviez ce cheminement progressif afin que finalement tous vos revenus soient des revenus passifs pour que l'argent travaille pour vous. Et pour cela, ne lâchez rien. Quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer dans votre vie, l'ego, les jaloux, la société, des proches, là, vous avez un objectif en tête. Il est là, vous le regardez. Cet objectif, c'est votre liberté financière. Et vous mettrez tous les moyens nécessaires, chers diamants, chers amis, chers invités, pour y arriver. Et je termine par cette citation de Robert Kiyosaki. La liberté financière est offerte à ceux qui la prennent et travaillent pour elle. Je vous souhaite un bon voyage pour l'atteinte de votre liberté financière. Merci.